Bonjour les passionnés de voyage hors saison et loin des foules. Nous passons de la Bourgogne à la Champagne. Ça reste du vin, mais les prix montent sensiblement. Épernay est à côté de Reims, la capitale du Champagne où toutes les grandes maisons sont établies. Le lieu de la signature de la capitulation de l'Allemagne nazie est à Reims. À Reims se trouvent aussi les caves pommeries qui sont d'origine romaine. On trouve des églises à pans de bois dans les régions plus pauvres de la Champagne. Nous finissons notre tour de la Champagne à Troyes. Du 31 décembre 2023 au 4 janvier 2024, nous logeons dans l'ancienne mairie de Courmeloy. Voilà qui est très bien choisi pour André qui est conseiller municipal de sa commune au Tyrol. Parmi les deux gîtes Marel, nous avons celui au premier étage et qui correspond à l'appartement de fonction de l'instituteur, car l'ancienne mairie avait aussi une salle de classe. Nous voilà le 1er janvier 2024 et nous sommes dans la Champagne. Nous avons fêté la Nouvel An avec du champagne offert par nos hôtes. Aujourd'hui, nous allons voir ces vignes réputées dans leurs collines. On les éduque en tout cas en longueur. À Verzenay sont rassemblés certains très grands crus. Sur certains bons emplacements, les maisons se partagent parfois des rangées uniques à leur nom. Les vignes de Verzenay comptent parmi les grands crus de la montagne de Reims. Cette dénomination est historique mais elle se base aussi sur des critères concrets comme la composition du sol et l'exposition des versants. Le lieu est connu et le producteur de champagne Joseph Goulet fait construire en 1909, ici sur le mont Rizan, un phare en béton armé dans un but uniquement publicitaire. Le site sert d'observatoire d'artillerie pendant les deux guerres mondiales. Le 1er janvier n'est pas le jour idéal pour visiter les caves de champagne à Épernay, mais par contre, il y a très peu de monde et on peut admirer les immeubles à son aise. Nous commençons par la maison Castellane au nom sympathique car il nous rappelle cette ville au bord du Verdon dans les Alpes de Haute-Provence. La tour de Castellane est construite entre 1903 et 1905 à partir d'un ancien château d'eau. On voulait avoir une plus grande visibilité car la maison n'est pas installée directement sur l'avenue de Champagne. Côté rail et usine, l'immeuble n'est pas si bien rénové, mais on reconnaît la volonté de se montrer grand avec l'affichage de toutes les villes vers lesquelles le champagne est exporté. Avec ses 63 mètres, la tour fait partie de la liste des plus hautes structures françaises. À partir de 1894, la plupart des grandes maisons de Champagne actuelles ont leur siège sur l'avenue de Champagne. Cette avenue aligne des maisons représentatives de la fin du XIXe siècle. On trouve par exemple Michel Gonnet, Pierrel, Boiselle, Perrier-Jouët et Venoge. Le 25 mai 1728, Louis XV signe l'acte de naissance du champagne en autorisant la mise en bouteille des vins de Champagne. Alex trinque donc avec le jeune Louis XV, ce qui est politiquement très incorrect. La plus somptueuse maison est le château Perrier construit dans un style Louis XIII. Il abrite le musée du vin de Champagne et d'archéologie régionale qui doit être très bien, mais il est malheureusement aussi fermé ce 1er janvier 2024. Le château est construit pour Charles-Nicolas Perrier par l'architecte Eugène Cordier d'Épernay. Il comporte 96 pièces sur 4200 mètres carrés de superficie. Comme tout est fermé, nous passons à Châlons-en-Champagne et commençons par la cathédrale Saint-Étienne. Sa construction s'étend du XIIe au XVIIe siècle. Le gothique domine donc massivement les bases romanes. Ce n'est pas l'église principale de la ville, on y est donc seul. La collégiale Notre-Dame-en-Vaux est plus centrale dans la ville, mais ici il n'y a pas foule non plus. C'est le grand avantage de voyager hors saison et de se mouvoir un jour où tous les autres gens se reposent des fêtes. Comme l'église précédente, elle tombe dans la transition entre le style roman et le style gothique et le gothique domine donc les niveaux supérieurs mieux visibles lors de la visite. La douce lumière qui passe par les vitraux éclaire très bien la nef. L'ancien couvent Sainte-Marie montre la richesse relative lors de la construction au XVIIe siècle. La pierre de taille était la plus chère, on ne pouvait cependant pas financer les murs entièrement en calcaire blanc taillé. D'où la solution en damier avec des simples briques. Le 3 janvier 2024 nous sommes à Reims. Nous sommes au lieu de la réelle capitulation du Troisième Reich qui avait lieu le 7 mai 1945 à 2h41.
Sur le lieu même se trouve maintenant un musée. C'était le SHAEF, Supreme Headquarters Allied Expeditionary Force. où siégeait l'état-major du général Eisenhower. Le 6 mai 1945 vers 17h30, le général nazi Jodl passe par la même porte au SHAEF. Il passe aussi ce couloir. La reddition a lieu dans la salle des cartes de l'état-major des forces alliées. C'est sur cette même table, sur ces mêmes sièges que l'horreur de la machinerie nazie prend fin. Les murs sont tapissés de grandes cartes avec les lignes de front et la position des corps d'armée du même jour, le 7 mai 1945. Il y a aussi des cartes avec la situation en Asie où le Japon ne capitule que le 15 août 1945. Revenons à cette table. Dos à la porte sont assis 3 responsables allemands dont l'officier Alfred Jodl. En face, on trouve des officiers américains, anglais et russes des forces alliées. Le général Eisenhower n'est pas présent pour des raisons de grade d'armée. Il est général et l'Allemagne vaincue ne fait venir que des officiers. Il est 2h41, Alfred Jodl signe l'acte de reddition militaire. Il sera condamné et pendu à Nuremberg. Peu après, Eisenhower rejoint les autres responsables alliés et tient le stylo de l'acte de reddition. On voit leur soulagement. Une carte de la salle montre 2 poches de résistance qui ne capituleront que le 10 et le 11 mai 1945, Lorient et Saint-Nazaire. Ces poches bloquaient les ports, ce qui obligea les Alliés à débarquer sur les plages de Normandie. Nous restons très impressionnés par ce lieu chargé d'histoire dure mais positive. Tout était fermé à Épernay le 1er janvier, nous revenons donc à Reims pour y visiter les caves Pommery. Elles sont différentes des autres caves car il s'agit d'anciennes carrières de craie commencées par les Romains. Ceux-ci ne creusaient pas de galeries horizontales, mais des puits verticaux d'une trentaine de mètres qui s'élargissaient vers le bas. Cela crée des grandes salles que Pommery a reliées par des galeries. On a aussi aménagé un grand escalier qui n'était pas présent à l'époque romaine. La mise en scène en lumière et en musique apaise peut-être les âmes sensibles car le lieu reste très sombre. Pour nous, c'est plutôt gênant. Par cet escalier passaient aussi tous ceux qui travaillaient dans les caves. Aujourd'hui, il y a des ascenseurs. Mais pas pour les visiteurs. Dans certaines galeries reste l'ancienne chaîne de transport avec des paniers d'osier. Elle parcourait les galeries et montait aussi le long du grand escalier. Cette chaîne en acier devait faire un bruit effroyable. Les puits romains initiaux sont malheureusement tous remplis d'installations artistiques plus ou moins réussies. On ne se rend donc pas compte de l'ampleur de ces entonnoirs géants renversés. Le bruit vient de l'aération forcée des galeries et des puits. On peut visiter les caves depuis longtemps. Il y a donc aussi des décors anciens. Certaines installations sont plus originales comme cette étoile au miroir. Le rapport avec le champagne reste à élucider. Ceci est une machine à bouchonner, mais rien n'est expliqué ici. Dans les galeries à visiter sont stockées des bouteilles sans étiquette, mais les piles sont numérotées. Ce n'est sûrement pas le stockage principal de l'entreprise. On trouve cependant aussi des galeries avec des bouteilles très poussiéreuses. Cela va des années 1960 jusqu'à 1874. Il est peu probable que le bouchon ait tenu bon. Remontons donc cet escalier interminable. Cet accès n'est vraiment pas accessible à tout le monde. En haut nous attend la dégustation d'un verre de champagne qui est incluse dans le prix de 27 € par personne pour la visite sans explication. La salle de dégustation est une ancienne halle de stockage de fûts de vin. Nous sommes maintenant à l'Antille, dans la région des églises dites à pans de bois, donc à colombage. Beaucoup de communes autour en ont et la plupart des maisons de village sont construites de la même manière. C'est économe et on avait du bois en abondance. La raison plus profonde est que l'on n'avait que du bois, il n'y a pas de pierre loin à la ronde et pas d'argile non plus pour faire des briques. C'était donc les pans de bois où fuir la région. Notre dernier jour en Champagne est le 5 janvier 2024 et nous le réservons pour 3. La cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul ne possède qu'une seule tour. On n'a apparemment pas trouvé l'argent pour finir la deuxième pendant la longue période de construction entre le XIIIe et le XVIIe siècle. Elle est cependant harmonieusement gothique.
Troyes est cependant plus célèbre pour la multitude de maisons à colombages. Nous sommes ici dans la cour du Mortier d'Or. Dans d'autres villes, ces maisons ont brûlé ou ont été interdites justement à cause du danger de feu. Ce passage donne directement dans la ruelle des chats aux maisons qui se touchent presque au premier étage et tout à fait au toit. Le nom provient de la possibilité pour les chats de passer d'une maison à l'autre en hauteur. Cette ruelle n'est pas la plus propre de la ville, malheureusement. Par la rue Champeau, on arrive vite à la maison de l'orfèvre construite en 1618 avec sa tourelle. Elle est sans fenêtre et forme sans doute une cage d'escalier. Sur le retour, nous passons chez d'autres amis en Suisse. On rentre dans le Tyrol enneigé le 7 janvier 2024. Ainsi se termine notre congé hivernal en Champagne et en Bourgogne. Des liens se trouvent à la fin de la vidéo et dans la description. À bientôt sur Voyage hors saison.